Après 26 ans de mariage, elle a admis avec désinvolture avoir trompé lors de notre dîner d'anniversaire. Elle a dit qu'elle le referait. J'ai calmement terminé de manger pendant qu'elle attendait des larmes ou de la rage. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Ce qu'elle a eu, c'est un avocat spécialisé dans le divorce, des comptes gelés et un test ADN qui a tout brisé. Je m'appelle Paul Garrison. J'ai 54 ans, et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout compris. Contrôleur financier pour une entreprise de fabrication de taille moyenne, 2 enfants devenus des adultes décents, une maison en banlieue que nous avions fini de payer 5 ans plus tôt. Je travaillais dur, subvenais bien aux besoins de ma famille et restais discret. Ma femme, Angela, 52 ans, était mon amour de collège. Nous avions bâti une vie ensemble, ou du moins c'est ce que je pensais. Ce samedi soir a commencé comme n'importe quel autre. Je suis rentré des courses et j'ai trouvé Angela dans la cuisine, ce qui était inhabituel. Elle cuisinait rarement, prétendant qu'elle en avait assez fait en élevant les enfants. Mais elle était là, debout devant la cuisinière, dans une robe noire que je n'avais jamais vue, remuant quelque chose qui sentait le vin cher et les mauvaises décisions. « Tu cuisines ?» ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir. Elle ne s'est pas retournée. J'ai pensé que nous pourrions avoir un bon dîner. Juste nous deux. La table était déjà dressée. Des bougies, des serviettes en tissu, la bonne vaisselle que nous réservions aux fêtes. Du vin rouge et des verres en cristal qui captaient la lumière déclinante du soleil à travers la fenêtre. Cela semblait mis en scène, comme une scène de film où quelqu'un est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Je me suis assis. Elle a apporté 2 assiettes. Une sorte de poulet avec des légumes rôtis. C'était bon, mais mon appétit s'était déjà évanoui. Quelque chose dans ses yeux, la façon dont elle me regardait, puis détournait le regard, me disait que ce n'était pas une question de retrouvailles. Nous avons mangé en quasi-silence pendant peut-être 10 minutes. Elle a rempli son verre de vin 2 fois. Je n'avais pas touché le mien. Puis elle a posé sa fourchette, s'est penchée en arrière sur sa chaise et a souri. Pas un sourire chaleureux, quelque chose de plus froid, presque triomphant. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon assiette. J'ai eu une aventure d'un soir. Elle a fait une pause, observant mon visage pour une réaction. Et honnêtement, je le referais. Les mots ont plané dans l'air entre nous comme de la fumée. Je pouvais la sentir attendre, s'attendre à ce que j'explose, que je crie, que j'exige des détails, peut-être que je jette quelque chose. C'est ce qu'elle voulait, j'ai réalisé, une réaction, du drame, une sorte de validation que je me souciais encore assez pour perdre le contrôle. Au lieu de cela, j'ai repris ma fourchette et pris une autre bouchée, mâché lentement, avalé, posé la fourchette avec un soin délibéré. D'accord, ai-je dit. Son sourire a vacillé un instant. D'accord ? C'est tout ce que tu as à dire ? Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je suis allé à l'évier, je l'ai rincée, séchée, et remise dans un placard où elle devait être. Derrière moi, je pouvais l'entendre bouger sur sa chaise, la confusion dans son silence. « Paul, tu m'écoutes seulement ?» Je me suis retourné, les regarder directement. « Je t'ai entendu. » Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le bord du lit. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était régulière parce que ce n'était pas une surprise. Pas vraiment. C'était une confirmation. Et je me préparais à ce moment plus longtemps qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le dossier sur mon ordinateur portable étiqueté « Plan de contingence » grossissait depuis 8 mois. Relevé bancaire, archives de courriel, images de caméras de sécurité. Elle ne savait pas que j'avais tout sauvegardé sur le cloud. J'avais appris à être patient, à tout documenter, à attendre qu'elle fasse le premier pas. Et maintenant, elle l'avait fait. Le matin, alors qu'elle s'attendait à son café habituel apporté à son chevet comme je l'avais fait pendant plus de 2 décennies, elle découvrirait que certaines routines mouraient tranquillement. Pas de cris, pas de supplications, juste le bruit de son monde commençant à basculer sous ses pieds, un compte verrouillé à la fois. Les dimanches matins suivaient autrefois un rythme. Je me réveillais à 6h30, descendais, moulinais les grains de café qu'Angela préférait de ce magasin trop cher du centre-ville, brassais une cafetière pleine, lui versais une tasse avec exactement une crème et un demi-sucre. La montait sur le plateau en bois que sa mère nous avait donné il y a des années. Elle s'étirait, souriait, faisait semblant que nous étions toujours le couple de nos photos de mariage.
Ce matin-là, je me suis réveillé à 6h30 comme toujours, mais au lieu de me diriger vers la cuisine, je me suis habillé, pantalon de ville, chemise boutonnée, le blazer bleu marine que je portais aux réunions trimestrielles du conseil d'administration. Je me suis peigné, j'ai mis du cologne, j'ai pris ma mallette en cuir dans le placard. À 7h15, je descendais les escaliers, clé en main, quand j'ai entendu du mouvement dans la chambre. La voix d'Angela, endormie et confuse, a traversé la porte. « Paul, tu fais du café ?» Je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, je l'ai bu lentement en regardant par la fenêtre notre jardin. La balançoire que nous avions construite pour les enfants était toujours là, rouillée maintenant, mais debout. Je me suis souvenu de Logan à 5 ans, Nathalie à 3 ans. Tous les deux riant pendant que je les poussais de plus en plus haut. Angela avait été à l'intérieur, au téléphone avec sa mère, regardant à peine. J'ai entendu des pas dans les escaliers. Plus rapide maintenant, urgent. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, les cheveux en désordre, vêtue de cette robe de soie que je lui avais achetée pour Noël il y a 3 ans. Celle qu'elle disait trop chère, mais qu'elle portait constamment quand elle voulait se sentir élégante. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. J'ai posé le verre dans l'évier. « Oh, dehors. »« Où ?»« C'est dimanche matin. » J'ai pris ma mallette, l'ai regardée directement. Le mot de passe du compte courant commun a été modifié. Son visage est devenu blanc. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Elle m'a suivi, sa voix montant. « Paul, de quoi tu parles ? Pourquoi as-tu changé le mot de passe ? » J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans l'air frais du matin. Essaie de te connecter. Tu verras. Paul. Elle était debout sur le porche maintenant, pieds nus, les bras croisés. C'est ridicule. Change-le. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais voir son visage passer de la confusion à la colère. Elle a sorti son téléphone, essayant probablement d'accéder au compte immédiatement. Je savais ce qu'elle verrait, accès refusé. Je suis sorti de l'allée et je suis parti. Dans mon rétroviseur, elle était toujours là, téléphone en main, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé dans un café à 3 villes de là, le genre d'endroit où personne ne me connaissait. J'ai commandé un café noir et un bagel, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai sorti mon téléphone. 3 appels manqués d'Angela déjà. Puis un SMS, qu'est-ce qui se passe ? Un autre, tu es dramatique. Un autre, je n'ai pas le temps pour ça. Répare le compte. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai ouvert mes emails. Le message que j'avais rédigé la nuit dernière était toujours là, prêt à être envoyé. Objet, mise à jour d'accès au compte. Destinataire, notre conseiller financier, notre comptable, notre avocat spécialisé dans les successions. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Dans les 20 minutes, Angela essaierait de les appeler tous les 3. Ils lui diraient tous la même chose, Monsieur Garrison a demandé des restrictions temporaires sur les actifs communs en attendant une révision légale. Pour toute question, veuillez consulter un avocat indépendant. Avocat indépendant. Ces 2 mots tomberaient comme un coup près. J'ai fini mon café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à examiner la phase suivante. À midi, son adhésion au spa rebondirait. À 14h, le paiement du club de vin échouerait. Le soir, le paiement automatique de la location de sa voiture serait refusé. Je ne détruisais rien. Je retirais simplement ma participation, tranquillement, méthodiquement, la laissant découvrir, pièce par pièce, à quel point sa vie confortable avait été construite sur mon silence. Elle pensait que mon calme la nuit dernière signifiait que je ne me souciais pas. Elle était sur le point d'apprendre que cela signifiait que j'étais déjà passé à autre chose. Le lundi matin, le monde d'Angela commençait à s'effilocher. Je le savais parce que je l'avais conçu ainsi. Chaque fil que je tenais depuis des années, je le lâchais maintenant un par un, regardant combien de temps il lui faudrait pour remarquer que la structure s'effondrait. J'ai travaillé normalement. J'ai vérifié les emails, examiné les rapports financiers, assisté à la réunion des opérations du matin. Mon assistante, Karen, m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais senti aussi bien, et je le pensais. Vers 10h, mon téléphone a commencé à vibrer.
Angela. J'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis un autre appel, puis 3 SMS en succession rapide, le spa a appelé. Ils ont dit que le paiement de mon adhésion a échoué. Ma carte de crédit a été refusée à l'épicerie. Paul, qu'as-tu fait? J'ai mis mon téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail. À l'heure du déjeuner, je me suis rendu au cabinet de mon avocat. Pas l'avocat spécialisé dans les successions que nous avions utilisé ensemble. Celui qui avait géré le testament de mon père. Un autre. Philippe Crane, spécialiste du divorce, ancien procureur. Le genre d'avocat qui ne prenait pas les affaires qu'il ne pouvait pas gagner. Son bureau était en centre-ville, au 12e étage, avec des fenêtres donnant sur la rivière. Professionnel, intimidant, exactement ce dont j'avais besoin. Paul, a-t-il dit en me serrant la main. Content de vous voir. Asseyez-vous. J'avais contacté Philippe il y a 3 mois. Je lui avais exposé la situation dans les grandes lignes. Adultère suspecté. Besoin de protection des actifs. Il m'avait donné une feuille de route, tout documenté, sécuriser les finances, attendre la confirmation. Maintenant, je l'avais. Elle a avoué, ai-je dit, m'installant dans le fauteuil en cuir en face de son bureau. Samedi soir, elle l'a dit clairement. Une aventure d'un soir et elle le referait. Philippe a hoché la tête lentement, prenant des notes sur son bloc-notes. Témoin. Juste moi. Mais j'ai des enregistrements. Ses sourcils se sont levés. Enregistrement? Système de sécurité domestique. Audio et vidéo. Elle ne sait pas que ça se sauvegarde sur le stockage cloud. J'ai toute la conversation. Il a posé son stylo. C'est du solide. Qu'avez-vous d'autre? J'ai sorti une clé USB de ma mallette, l'ai fait glisser sur son bureau. Relevé bancaire montrant des dépenses irrégulières, des frais d'hôtel sur sa carte de crédit, des messages textes entre elle et quelqu'un nommé Travis Keller. C'est un consultant dans le cabinet de marketing de son ami. Ils se sont rencontrés lors d'un événement de réseautage il y a 8 mois. Philippe a branché la clé, a affiché les fichiers sur son ordinateur. Il les a parcourus en silence, son expression a changé. Après plusieurs minutes, il a levé les yeux. C'est minutieux. Très minutieux. Je suis contrôleur financier, ai-je dit. Les détails sont un peu mon truc. Il a légèrement souri. Eh bien, votre souci du détail est sur le point de vous épargner beaucoup d'argent et de tracas. Avec ces preuves, nous pouvons déposer une demande de divorce pour faute. L'adultère est toujours un motif dans cet état. Cela affecte la pension alimentaire, la division des biens, tout. Bien. Je veux agir rapidement. Rapidement comment? J'ai déjà gelé les comptes conjoints. Elle l'a probablement compris maintenant. Je veux que les documents soient déposés d'ici la fin de la semaine. Philippe s'est penché en arrière sur sa chaise, m'étudiant. Vous comprenez que ça va devenir moche. Elle va riposter. Qu'elle se batte. Je garderai le dessus. Il a hoché la tête. D'accord. Je rédigerai la requête aujourd'hui. Nous inclurons les preuves d'adultère, demanderons des ordonnances restrictives temporaires sur le mouvement des actifs et déposerons une demande de dissolution complète. Vous devrez être préparé à sa réponse. Je suis préparé. Nous nous sommes serrés la main. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La machine était en marche maintenant. Légale, méthodique, irréversible. Quand je suis retourné à ma voiture, j'avais 14 appels manqués d'Angela. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Elle voulait mon attention. Maintenant, elle l'avait, juste pas le genre qu'elle attendait. Angela m'attendait quand je suis rentré ce soir-là, non pas dans la cuisine, ni à l'étage, mais dans le salon, assise sur le canapé, les bras croisés et le visage affichant cette expression que j'avais vue 1000 fois auparavant. Celle qui disait qu'elle était la personne raisonnable et que j'étais difficile. Nous devons parler, a-t-elle dit dès que j'ai franchi la porte. J'ai posé ma mallette, retiré ma veste, l'ai accrochée au crochet. De quoi? Ne joue pas à ça, Paul. Tu sais exactement de quoi. Je suis passé devant elle, suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, j'ai sorti une bouteille d'eau. Elle m'a suivi, ses talons claquant sur le carrelage. Tu m'as bloqué de nos comptes, a-t-elle dit, la voix montant.
As-tu la moindre idée de l'embarras que c'était? Ma carte a été refusée chez Whole Foods devant des gens que je connais. J'ai bu un peu d'eau, les regardé calmement. Tu aurais dû garder un fonds d'urgence séparé. Planification financière 101. Son visage a rougi. C'est notre argent, Paul. Tu ne peux pas simplement me bloquer. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je t'ai dit la vérité? Parce que j'ai été honnête? J'ai posé la bouteille d'eau sur le comptoir. Tu appelles ça de l'honnêteté? Me faire asseoir au dîner, ricaner en me disant que tu m'as trompé et que tu le referais. Ce n'est pas de l'honnêteté, Angela. C'est de la cruauté. Je pensais que tu pouvais le gérer. Tu es toujours si calme, si contrôlé. Je pensais que tu ne t'en soucierais même pas, tu as mal pensé. Elle s'est approchée, sa voix tombant à quelque chose de presque suppliant. Paul, s'il te plaît. C'était une erreur. Une nuit, ça n'a rien signifié. Alors pourquoi as-tu dit que tu le referais? Elle a hésité. Je ne sais pas. J'étais en colère. Je me sentais piégé. Tu travailles toujours concentré sur tout sauf moi. Alors, tu m'as trompé. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit, en la regardant dans les yeux. Tu as fait un choix, et maintenant je fais le mien. Son expression a changé, la peur s'insinuant derrière la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais probablement te trouver un avocat. La couleur a quitté son visage. Un avocat? Paul, tu n'es pas sérieux. Très sérieux. Tu ne peux pas simplement jeter 26 ans à la poubelle pour une nuit. J'ai pris mon eau, me suis dirigé vers les escaliers. Je ne jette rien à la poubelle. Tu l'as déjà fait. Paul, attends. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Sais-tu quelle est la pire partie? Ce n'est pas la tricherie. C'est que tu as pensé que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Tu as pensé que tu pouvais me le dire en face, me regarder rester là et l'accepter, et qu'ensuite nous reviendrions à la normale. Comme si j'étais une sorte de paillasson. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. Je suis monté, j'ai fermé la porte de la chambre et je l'ai verrouillée derrière moi. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, sa respiration était lourde. Finalement, elle a frappé. Paul, ouvre la porte. Je n'ai pas répondu. Paul, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier avec les enregistrements et j'ai écouté. Sa voix claire comme le jour, j'ai eu une aventure d'un soir. Et honnêtement, je le referai. J'ai sauvegardé le fichier une fois de plus, juste pour être sûr. Puis je me suis allongé sur le lit et j'ai fermé les yeux. Demain, Philippe déposerait les documents. D'ici la fin de la semaine, Angela recevrait les papiers. Et d'ici la fin du mois, elle réaliserait que le mari calme et contrôlé qu'elle avait tenu pour acquis s'était tranquillement préparé à démanteler tout ce qu'elle pensait pouvoir contrôler. Elle voulait de l'honnêteté. Elle était sur le point d'en avoir plus qu'elle n'avait négocié. Mercredi après-midi, l'enveloppe est arrivée. Opaque, sans adresse de retour, juste un logo de laboratoire dans le coin. Je l'attendais, vérifiant la boîte aux lettres 2 fois par jour comme un adolescent nerveux attendant des lettres d'acceptation de l'université. Je l'ai ouverte dans ma voiture, garée à 3 pâtés de maison de la maison. À l'intérieur se trouvaient 2 rapports de laboratoire imprimés sur papier à en-tête officielle avec des numéros de dossier et des horodatage. Clinique, indiscutable. Le premier test montrait ce à quoi je m'attendais. Logan, notre fils, 29 ans, officier de police, ma fierté et ma joie, 99,9% de probabilité de paternité. Mon sang, mon ADN. Mon fils. Le deuxième test, différent, Nathalie, 22 ans, diplômée de l'université, la fille que j'avais emmenée à son premier jour de maternelle, appris à faire du vélo, chasser les mauvais petits amis, 0% de probabilité de paternité, exclu en tant que père biologique. Je suis resté assis là pendant 10 minutes, fixant les mots. Une partie de moi avait suspecté que Nathalie avait toujours eu l'air différente, agi différemment. La famille d'Angela disait qu'elle tenait de son père, et j'avais accepté cette explication pendant 22 ans. Mais la chronologie m'avait toujours dérangé. Angela était allée à une conférence professionnelle à Atlanta 9 mois avant la naissance de Nathalie.
Elle était revenue différente, distante. J'avais refoulé ça, me disant que j'étais paranoïaque. Maintenant, j'avais la preuve. Mes mains étaient stables quand j'ai sorti mon téléphone et appelé Philippe. J'ai autre chose, ai-je dit quand il a répondu. Résultat ADN. Nathalie n'est pas la mienne. Silence à l'autre bout. Vous êtes certain? Le labo l'a confirmé. J'ai testé les deux enfants. Logan est le mien. Nathalie non. Cela change les choses. Comment voulez-vous gérer ça? J'ai regardé à nouveau le rapport, les chiffres qui réécrivaient 22 ans de ma vie. Je ne le dis pas à Nathalie. Pas encore. Elle ne mérite pas que son monde soit détruit à cause des choix de sa mère. Mais je veux que ce soit dans la demande de divorce. Je veux qu'Angela sache que je sais. Ce sera une sacrée carte à jouer. Elle a distribué les cartes. Je suis rentré à la maison. La voiture d'Angela n'était pas dans l'allée, ce qui était bien. Je suis allé dans mon bureau, j'ai scanné les rapports ADN et je les ai ajoutés au dossier grandissant que Philippe présenterait au tribunal. Puis je me suis assis à mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai pleuré. Pas pour Angela, pas pour le mariage, mais pour Nathalie, la petite fille qui m'avait appelé « papa » pendant 22 ans. Qui appelait encore tous les dimanches pour parler de sa semaine, qui m'avait demandé de la conduire à l'hôtel un jour. La biologie ne changeait pas ce que nous avions construit. J'étais son père de toutes les manières qui comptaient. Mais Angela nous avait volé quelque chose à tous les deux. Elle avait menti chaque jour pendant plus de 2 décennies. Et cette trahison coupait plus profondément que tout le reste. Quand Angela est rentrée ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle est entrée avec prudence, comme si elle approchait un animal sauvage. « Paul » a-t-elle dit doucement. « Pouvons-nous parler, s'il te plaît ?» J'ai mélangé ma nourriture. Je ne l'ai pas regardée. Rien à dire. Il y a tout à dire. C'est notre mariage. Notre famille. Je me suis tourné vers elle. Parle-moi d'Atlanta. Son visage est devenu blanc. Quoi? Il y a 23 ans? Cette conférence professionnelle où tu es allé à Atlanta? Parle-moi. Elle a dégluti difficilement. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec. Qui est le père de Nathalie, Angela? Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. C'est ce que je pensais, ai-je dit, et je suis passé devant elle avec mon assiette. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à pleurer. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai pas réconfortée. Je ne lui ai pas donné l'absolution qu'elle voulait. Elle avait eu 22 ans pour me dire la vérité. Maintenant, elle devrait vivre avec les conséquences. Jeudi matin, Logan s'est présenté à mon bureau. Il était en uniforme, insigne et arme visible. Cette expression sérieuse que les policiers affichent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle ou de poser des questions difficiles. Mon assistante m'a appelé. « Paul, votre fils est là pour vous voir. Faites-le entrer. » Logan a fermé la porte derrière lui. Il ne s'est pas assis. Il est resté là, les bras croisés, me regardant comme il devait regarder les suspects. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis penché en arrière sur ma chaise. « Ta mère ne t'a pas dit ?» Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Quelque chose à propos de tests ADN à Atlanta. Elle n'avait pas beaucoup de sens. J'ai affiché le rapport scanné sur mon ordinateur, j'ai tourné l'écran vers lui. Nathalie n'est pas biologiquement la mienne. Il a regardé le rapport pendant un long moment. Puis il s'est assis lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Jésus. Oui. Nathalie sait? Pas encore. Je ne veux pas qu'elle le sache tant que je n'aurai pas compris comment le lui dire. Si je le lui dis. Logan s'est passé la main sur le visage. C'est fou. J'ai vu maman avec ce type il y a 1 an, et maintenant ça. Depuis combien de temps ment-elle? Apparemment, 22 ans. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la colère. De la colère brute et protectrice. Je suis désolé, papa. J'aurais dû dire quelque chose quand je l'ai vu. J'aurais dû. Ce n'est pas ta faute, mon fils. C'est la sienne. Quand même,
tu ne méritais rien de tout ça. Nous sommes restés silencieux un instant. Puis Logan s'est redressé. Sa mâchoire était serrée. Je suis avec toi. Tout ce dont tu as besoin. Maman a fait ses choix. Tu es mon père. C'est tout. J'apprécie. Et Nathalie? Quand vas-tu lui dire? Je ne sais pas encore. Peut-être jamais. Elle n'a pas besoin de porter ce fardeau. Logan a hoché la tête lentement. Elle finira par le savoir. Maman le lui dira probablement elle-même. Pour obtenir de la sympathie. Quel essai. Nathalie est intelligente. Elle verra clair. Tu vas garder une relation avec Nat après tout ça? Je l'ai regardée dans les yeux. C'est ma fille. La biologie ne change rien. Je l'ai élevée. Je l'aime. Les mensonges d'Angela n'effacent pas 22 ans. L'expression de Logan s'est adoucie. Bien. Parce que Nat t'adore. Toujours. Je sais. Il s'est levé, a ajusté sa ceinture de service. Je dois retourner au travail. Mais papa, sérieusement, tout ce dont tu as besoin. Tu m'appelles jour et nuit. Nous nous sommes serrés la main. Puis il m'a serré dans ses bras. Le genre de câlin que les hommes se donnent quand les mots ne suffisent pas. Quand je l'ai lâché, il m'a regardé une dernière fois. Maman pensait que tu étais faible parce que tu es calme. Mais je t'ai observé toute ma vie. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Après son départ, je me suis assis seul dans mon bureau, fixant le vide. Mon fils me soutenait. Ma fille, biologique ou non, était toujours ma fille. Et Angela était sur le point de découvrir que détruire une famille a des conséquences. Le huissier de justice serait à la maison dans 2 heures. Ce soir, elle aurait les papiers de divorce entre les mains. La semaine prochaine, elle serait assise en face de son propre avocat, essayant de comprendre à quel point elle avait mal calculé, et j'avancerai sans elle, sans les mensonges. Enfin libre. La déchéance d'Angela s'est accélérée au cours de la semaine suivante. Je l'ai observée de loin, par le biais des SMS de Logan, des appels des voisins, des rapports du cabinet de Philippe. Elle était devenue erratique, désespérée, faisant des mouvements qui ne faisaient qu'aggraver sa situation. D'abord, elle a tenté d'accéder à nos comptes de retraite, les a trouvés bloqués, a appelé la société d'investissement, a exigé qu'ils lui restaurent l'accès. Ils l'ont renvoyée à leur service juridique. Le service juridique l'a renvoyée à moi. Elle m'a laissé 8 messages vocaux ce jour-là seulement. Je n'en ai pas écouté un seul. Puis elle est allée à notre club de campagne, celui où nous étions membres depuis 15 ans. Elle a essayé de facturer un déjeuner à notre compte. La carte a été refusée. Elle a fait une scène. Selon Margaret du cabinet de Philippe, dont la sœur y travaillait, elle a élevé la voix contre l'hôtesse, a exigé de parler au gérant, a affirmé que je la maltraitais financièrement. Ils lui ont poliment demandé de partir. Le mercredi, elle avait embauché un avocat, et pas un bon non plus. Un certain Rick Brennan, qui faisait de la publicité sur les bancs de bus et à la télévision de fin de soirée. Philippe avait dit qu'il l'avait recherché. 3 ans après l'école de droit, il s'occupait principalement de conduite en état d'ivresse et de petites créances. Affronter Philippe, c'était comme apporter un couteau à beurre à une fusillade. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Nathalie. Elle était rentrée de Chicago, où elle occupait son premier vrai emploi après l'université. Coordinatrice marketing pour une start-up technologique. Elle semblait épuisée. Papa, on peut se rencontrer quelque part? Juste toi et moi. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, le genre avec des briques apparentées des lattes trop chères. Nathalie avait l'air fatiguée, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré dans l'avion. Maman m'a appelé, a-t-elle dit après que nous nous soyons assis. Elle m'a dit que tu la divorçais à cause d'une erreur. Elle a dit que tu étais vindicatif et cruel. J'ai bu mon café, j'ai attendu. Puis j'ai appelé Logan. Il m'a dit la vérité sur l'aventure. Sur les mensonges. Elle a fait une pause, a dégluti difficilement. Point sur Atlanta, sur le test ADN. Mon cœur s'est serré. Logan n'aurait pas dû te dire ça. Si, il aurait dû. Je mérite de savoir. Elle m'a regardé directement, des larmes commençaient à couler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit?
Parce que tu n'avais pas besoin de porter ce poids. Je ne suis plus une enfant, papa. J'ai 22 ans. Je peux gérer la vérité. Le peux-tu? Elle a essuyé ses yeux. Je ne sais pas. En ce moment, j'ai l'impression que toute ma vie a été un mensonge. Mais cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Nathalie, tu es mon père, a-t-elle dit fermement, sa voix brisée mais forte. Je me fiche de ce que dit un test ADN. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo, qui a assisté à tous les récitals de danse, à tous les matchs de volley-ball. À toutes les réunions parents-professeurs. C'est toi qui m'as aidé à emménager dans ma chambre d'étudiante et qui a pleuré en me disant au revoir. C'est ça qui compte. J'ai tendu la main à travers la table, j'ai pris sa main. Tu es ma fille. Rien ne change ça. Le père biologique sait-il? Je ne sais même pas qui il est. Ta mère ne l'a jamais dit. Elle a retiré sa main, la colère éclairant ses yeux. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait, parce que c'est une lâche. Elle a eu 22 ans pour nous dire la vérité à tous les deux, et elle a choisi de continuer à mentir. Je suis désolé que tu aies dû le découvrir de cette façon. Non. Je suis contente de savoir, parce que maintenant je comprends pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas de la vindicte ou de la cruauté. C'est de l'amour-propre. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Elle m'a parlé de son travail, de son appartement, du type qu'elle fréquentait. Une conversation père-fille normale malgré les circonstances anormales. Lorsque nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir sur le parking, elle m'a serré fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Je ne vais pas voir maman avant un moment. Je ne peux pas. Pas avant d'avoir compris comment digérer tout ça. C'est ton choix. Je n'influencerai pas dans un sens ou dans l'autre. Elle a reculé, m'a regardé avec une sorte d'admiration. Logan avait raison. Tu es plus fort que quiconque ne le croit, y compris maman. Après son départ, je suis resté longtemps dans ma voiture. Ma fille, biologique ou non, m'avait choisi. Mon fils me soutenait, et Angela découvrait que brûler les ponts vous laisse bloquer du mauvais côté de la rivière. Philippe a appelé ce soir-là. L'avocat d'Angela a déposé une réponse, niant l'adultère, affirmant que la réconciliation est possible, demandant une pension alimentaire. Qu'il demande. Nous avons des preuves qui disent le contraire. D'accord. Nous déposerons notre contre-motion lundi. En attendant, son avocat veut nous rencontrer. Déjà une discussion de règlement? Il sait qu'ils vont perdre. Il essaie de minimiser les dégâts. Pas de règlement. Cela ira au tribunal. Vous êtes sûr? Cela coûtera plus cher, prendra plus de temps. Je suis sûr. Elle a voulu jouer. Maintenant, elle va voir comment ça se termine. La semaine suivante, les amis d'Angela ont commencé à l'abandonner. J'en ai entendu parler par Karen, mon assistante, dont le mari jouait au golf avec Tom Reynolds, dont la femme Linda faisait partie du club de lecture d'Angela. Les réseaux d'information des petites villes sont meilleurs que n'importe quel système de surveillance. Linda avait apparemment confronté Angela lors de leur réunion du mardi. Elle lui a demandé de but en blanc à propos de l'affaire, du divorce, si les rumeurs étaient vraies. Angela avait essayé de le tourner à son avantage, se faisant passer pour la victime de mon comportement contrôlant. Mais le mari de Linda était avocat et elle avait vu suffisamment de cas de divorce pour reconnaître le manuel du tricheur. Si tu mens à ton mari pendant si longtemps, avait dit Linda, comment savoir si tu ne nous as pas menti? Le club de lecture l'a exclu par 8 voix contre 1, seule sa cousine Emily étant dissidente. Sa partenaire de tennis Diane lui a envoyé un SMS disant qu'elle devait se concentrer sur d'autres priorités. Traduction, elle ne voulait pas être associée au scandale. Même sa coiffeuse, selon les sources de Karen, était soudainement devenue entièrement réservée quand Angela a essayé de prendre rendez-vous. Angela vivait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à affronter auparavant, des conséquences, de vrai, l'exil social, la pression financière, la froide réalité que les actions ont des répercussions. Le vendredi, elle m'avait laissé 17 messages vocaux et 2 fois plus de SMS. Je n'en avais lu aucun. Philippe m'avait conseillé de garder le silence. Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous. Laissez son avocat gérer la communication. Ce soir-là, j'ai dîné avec Logan et sa femme Sarah chez eux,
de l'autre côté de la ville. Nathalie était retournée à Chicago, mais elle a appelé en visioconférence. C'était surréaliste d'être assis là avec mes enfants, de parler de leur mère comme d'une étrangère que nous avions autrefois connue. Elle m'appelle sans arrêt, a dit Sarah. Elle était infirmière, pratique et directe. Exactement le genre de femme dont Logan avait besoin. Elle me demande de convaincre Logan de te parler, de te faire changer d'avis. Je lui ai dit que je ne m'en mêlais pas, bien, a dit Logan. Ce n'est pas ton problème, chérie. Le visage de Nathalie à l'écran du téléphone avait l'air pensif. Penses-tu qu'elle essaiera de contacter le père biologique? L'utiliser contre toi d'une manière ou d'une autre? Elle pourrait, ai-je dit, mais ça n'aura pas d'importance. Je t'ai élevé. La loi le reconnaît. Même si elle le trouve, cela ne change pas la procédure de divorce. Et l'argent, a demandé Sarah. Je veux dire, tu l'as bloqué de tout. De quoi vit-elle? Elle a ses propres cartes de crédit. Celles que je ne connaissais pas, apparemment. Philippe a trouvé des relevés montrant environ 80 000 $ de dette. J'ai bu un verre d'eau. Elle a dépensé de l'argent que nous n'avions pas pour un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand ces factures arriveront, ce sera à elle de payer. Logan a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai grandi en pensant que vous aviez un bon mariage. Nous l'avons eu pendant un certain temps. Puis nous ne l'avons plus eu. Je suis resté silencieux trop longtemps. Tu n'étais pas silencieux, a dit Nathalie depuis l'écran. Tu étais patient. Il y a une différence. Après le dîner, Logan m'a raccompagné à ma voiture. L'air nocturne était frais. Les étoiles étaient visibles au-dessus des lampadaires. Papa, je dois te demander. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? J'ai réfléchi à la question. Tu sais quoi? Oui, je vais bien. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de ne pas marcher sur des œufs. Je ne me demande pas de quelle humeur elle sera. Si elle me ment, si je suis fou de soupçonner des choses. Je vis juste ma vie. C'est paisible. Bien. Tu mérites la paix. Toi aussi. Et Nathalie aussi. Et Sarah aussi. Les choix de ta mère ne doivent pas nous empoisonner tous. Il m'a serré de nouveau dans ses bras. Cette étreinte solide qui me rappelait que j'avais élevé un homme bon. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, mon fils. En rentrant chez moi, dans mon appartement temporaire, j'ai réalisé quelque chose. Angela avait passé des semaines à essayer de me briser, à essayer de me faire regretter d'avoir demandé le divorce, à essayer de manipuler nos enfants pour qu'ils prennent son parti. Mais chacun de ces mouvements ne faisait qu'éloigner davantage les gens. Elle était son propre pire ennemi, et je n'avais rien à faire d'autre que de rester ferme et de la laisser se détruire. La justice, j'ai appris, ne nécessite pas toujours une action. Parfois, elle ne nécessite que de la patience. L'audience de divorce était prévue un mardi matin fin octobre. Philippe m'avait prévenu qu'elle pourrait même ne pas aller au procès si l'avocat d'Angela avait un peu de bon sens. Mais Rick Brennan croyait apparemment pouvoir accomplir un miracle sans preuve et avec une cliente coupable. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des boiseries, des lumières fluorescentes et un drapeau américain dans un coin. La juge Patricia Harmon présidait, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris acier et à la réputation de jugement sans fioriture. Angela était assise à l'autre table avec Brennan, vêtue d'une robe bleu marine conservatrice et de bijoux minimalistes. Le costume de l'épouse lésée. Elle m'a jeté un coup d'œil une fois quand je suis entré. Je n'ai pas répondu. Philippe a exposé notre affaire méthodiquement. Il a présenté les enregistrements de la confession d'Angela par le système de sécurité, les relevés bancaires montrant ses dépenses secrètes, les reçus d'hôtel, les messages textes avec Travis Keller remontant à 9 mois. Chaque preuve était horodatée, documentée, irréfutable. Puis il a présenté les résultats ADN. Votre honneur, nous avons la confirmation de laboratoire que la fille de l'accusé, Nathalie Garrison, n'est pas biologiquement liée à mon client. Madame Garrison a dissimulé cette information pendant 22 ans, maintenant un schéma de tromperie qui s'étendait bien au-delà de l'adultère récent. Le visage d'Angela est devenu blanc. Brennan avait l'air d'avoir été frappé par une brique. Il s'est levé, tâtonnant dans ses notes. Votre honneur, ceci est. Des informations hautement préjudiciables qui n'ont aucune incidence sur la dissolution actuelle.
Cela a toute incidence, a interrompu Philippe en douceur. Cela parle du caractère de Madame Garrison, de sa volonté de tromper, et de son mépris total pour la sainteté du mariage et de la famille. Ce n'était pas une erreur ou un lapsus momentané. C'était une malhonnêteté calculée et soutenue s'étendant sur des décennies. La juge Harmon a étudié le rapport ADN. Puis elle a regardé Angela. Madame Garrison, saviez-vous que l'enfant n'était pas celui de votre mari? L'avocat d'Angela lui a chuchoté quelque chose. Elle a hoché la tête, a parlé doucement. Oui, votre honneur. Et vous n'avez jamais divulgué cela à votre mari? Non, votre honneur. 22 ans de tromperie. Le ton de la juge était plat, désapprobateur. Elle a posé le document. Continuez, maître Crane. Philippe a légèrement souri. Votre honneur, compte tenu des preuves d'adultère, de tromperie soutenue, et de la dette personnelle importante de Madame Garrison de 80 000 $. Nous demandons une décision de faute. Refus de pension alimentaire et partage équitable des biens pondérés en faveur de mon client. Brennan a essayé de se ressaisir, a appelé Angela à la barre, lui a fait expliquer à quel point son mariage avait été difficile, à quel point j'étais émotionnellement distant, à quel point elle avait fait une regrettable erreur. Elle a pleuré sur commande, a essuyé ses yeux avec un mouchoir. La juge Harmon a semblé peu impressionnée. Puis Philippe a contre-interrogé. Il était chirurgical, précis, ne lui laissant aucune échappatoire. Madame Garrison, vous avez témoigné que vous avez fait une erreur. Combien de fois avez-vous rencontré Monsieur Keller? Je ne me souviens pas exactement. Nous avons des documents attestant de 17 visites d'hôtels distinctes sur 8 mois. Cela rafraîchit votre mémoire? Son avocat a objecté. La juge a rejeté l'objection. Et Madame Garrison, lorsque vous avez découvert que vous étiez enceinte de Nathalie, avez-vous tenté de déterminer la paternité? Oui ou non, s'il vous plaît? Non. Donc, pendant 22 ans, vous avez permis à votre mari d'élever et de soutenir financièrement un enfant dont vous saviez qu'il n'était peut-être pas le sien sans jamais lui donner la possibilité de connaître la vérité. Elle n'a pas répondu. Elle a juste fixé ses mains. Pas d'autres questions, votre honneur. La juge a délibéré moins de 20 minutes. Quand elle est revenue, son expression a raconté l'histoire avant même qu'elle ne parle. Je statue en faveur du demandeur. Mariage dissous pour cause d'adultère. Aucune pension alimentaire n'est accordée. Les biens seront divisés à 60/40 en faveur de Monsieur Garrison. Madame Garrison est responsable de toutes les dettes personnelles contractées à son nom. La garde des enfants mineurs n'est pas applicable. Monsieur Garrison conserve tous les droits à la pension et à la retraite accumulés pendant le mariage. Le visage d'Angela s'est effondré. Brennan a commencé à se lever, probablement pour faire objection, mais la juge a levé la main. Cette affaire est close. Les documents seront déposés avant la fin de la journée. C'était fini. Devant le palais de justice, Philippe m'a serré la main. C'est l'une des victoires les plus propres que j'ai eues depuis des années. Félicitations. Merci. Que allez-vous faire maintenant? J'ai levé les yeux vers le ciel. Clair et bleu malgré le froid automnal. Vivre ma vie. Enfin, 10 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de ma nouvelle maison, plus petite que l'ancienne, mais la mienne, regardant Logan m'aider à assembler un nouveau barbecue. Nathalie était à l'intérieur en train de faire de la salade de pommes de terre, et Sarah installait les meubles de patio que nous avions achetés la semaine dernière. La vie s'était installée dans quelque chose que je reconnaissais à peine. Paisible, simple, mien. Le divorce avait été finalisé en novembre. Angela avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, avait commencé à travailler comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ses amis ne sont jamais revenus. Sa dette la suivait comme une ombre. J'ai entendu par Logan qu'elle avait essayé de contacter Travis Keller, mais il avait bloqué son numéro. Il s'avère que les partenaires d'aventure ne restent généralement pas quand le fantasme devient réalité. J'avais vendu l'ancienne maison. Partagé le produit de la vente selon l'ordonnance du tribunal. Acheté cette maison en espèces, sans hypothèque, sans lien avec le passé. 3 chambres, un jardin décent, un quartier calme. Tout ce dont j'avais besoin et rien de ce que je n'avais pas. Passe-moi cette clé à molette, a dit Logan en désignant du doigt. Je la lui ai tendue,
Les regarder serrer le dernier boulon sur l'assemblage du barbecue. Merci de m'aider avec ça. Pas de problème, papa. Qu'est-ce qu'on fait cuire, d'ailleurs? Des steaks. Les bons. Sympa. Nathalie est sortie en portant un saladier, suivi de Sarah avec des assiettes en carton. La nourriture est prête quand vous voulez. Nous nous sommes assis autour de la nouvelle table de patio. Nous quatre, mangeant et parlant de choses sans importance. Le nouveau poste d'infirmière de Sarah. La promotion de Logan au poste de détective. La prochaine présentation de Nathalie au travail. Une conversation familiale normale, le genre qui m'avait manqué pendant des années. As-tu eu des nouvelles de maman? A finalement demandé Nathalie, son ton soigneusement neutre. Non, et toi? Elle a envoyé un SMS la semaine dernière, a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. Que as-tu dit? Que je n'étais pas encore prête. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle a piqué sa salade. C'est terrible? C'est honnête, ai-je dit. C'est tout ce que tu peux être. Logan a levé sa bière à l'honnêteté. Et à papa, qui nous a montré ce à quoi ressemble l'intégrité, même quand c'est difficile. Nous avons trinqué avec nos bouteilles et nos verres. Sarah m'a souri. As-tu pensé à sortir avec quelqu'un? Sarah, a averti Logan. Quoi? C'est une question juste. Ce n'est pas un moine. J'ai ri. Peut-être un jour. Pour l'instant, je profite juste du calme. Le calme est surestimé, a dit Nathalie en souriant. Tu devrais sortir. Tu es une bonne prise, papa. Contrôleur financier, propriétaire de ta maison, bon score de crédit. Tu es pratiquement une licorne sur le marché des rencontres. Je garderai ça à l'esprit. Mais la vérité était que je n'étais pas pressé. Pendant 26 ans, j'avais structuré ma vie autour des besoins, des humeurs, des exigences de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais le temps de découvrir ce que je voulais réellement. Qui j'étais sans le poids d'un mariage raté qui me tirait vers le bas. Plus tard, après le départ de tout le monde et le coucher du soleil, je me suis assis sur mon porche arrière avec une bière et mon téléphone. J'ai affiché les photos du jour. Logan riant de quelque chose que Sarah avait dit. Nathalie avec de la salade de pommes de terre sur le nez. Des moments normaux. Des moments heureux. Je pensais parfois à Angela. Je me demandais si elle comprenait encore ce qu'elle avait gâché. Probablement pas. Les gens comme elle le font rarement. Ils sont trop occupés à réécrire l'histoire, à se faire passer pour la victime, à refuser d'accepter que leurs choix ont des conséquences. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais passé 8 mois à planifier ma sortie, à documenter les preuves, à monter un dossier. Et quand le moment est venu, je l'avais exécuté avec précision. Pas de cris, pas de drame, juste un démantèlement tranquille et méthodique d'une vie qui avait été construite sur des mensonges. Mon téléphone a vibré, de Philippe. J'ai croisé l'avocat d'Angela aujourd'hui. Il a demandé de vos nouvelles, je lui ai dit que vous alliez très bien. Il a dit qu'Angela avait des difficultés. J'ai pensé que vous devriez le savoir. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Ces difficultés ne me concernaient plus. J'étais libre. Vraiment libre. Et cette liberté valait plus que 26 ans de mensonges. La nuit était fraîche. Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus des arbres. J'ai fini ma bière, je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Demain, j'irai au travail, déjeunerai avec Karen qui était devenue une véritable amie au cours des derniers mois. Peut-être irai-je à la salle de sport. Des choses simples, des choses paisibles.